Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour On refait la F1. Vous le savez, On refait la F1, c'est chaque lundi après un Grand Prix et même en vacances. On se débrouille pour être avec vous pour débriefer ensemble du Grand Prix de Belgique. Je vous rappelle qu'on refait la F1 est disponible sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner bien sûr et à cliquer sur le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et puis retrouvez également une version audio d'On refait la F1 sur Apple Podcast, sur Spotify ou encore sur Deezer. Avec comme chroniqueur cette semaine pour débriefer avec moi le Grand Prix de Belgique. On commence par notre grand et immense de talent, bien sûr, notre team principal, Eric Boulier. Bonjour Eric. Bonjour Olivier, bonjour à tous. À ses côtés, en duplex, un autre en duplex, un tifosi, le gardien du temple Ferrari, ou plutôt de l'église. On le surnomme Don Camillo, monsieur Alain Diduca. Bonjour Alain. Bonjour à tous. Il a le sourire, deuxième place de Leclerc, sur le tapis vert, mais deuxième place quand même. En duplex, du côté de Bastia, celui qu'on surnomme l'Helmut Marko, pour ses remarques acerbes sur la concurrence. Un grand fan de Lewis Hamilton, il a un grand sourire cette semaine, monsieur Laurent Portanach. Bonjour tout le monde. Grand sourire. Très grand sourire. Bon, et quant à moi, même si ça ne se voit pas, je peux enfin arborer mon t-shirt Aston Martin aux couleurs de Fernando Alonso. Je suis un grand fan de Fernando Alonso. Radio Check, les amis. Radio Check. Tout va bien. Bon, allez, on enchaîne tout de suite avec le débrief du Grand Prix de Belgique. Avant d'entamer vos tops et vos flops, un doublé surprise de Mercedes après des difficultés aux essais. Vraiment une surprise de voir les flèches d'argent qui ont aligné vraiment les performances ce week-end. Et c'est vraiment une victoire de la stratégie en plus des performances qui a fait la différence. Ils avaient aussi la vitesse, on va en parler dans un instant avec Eric. Victoire de Russell devant Hamilton et Piastri avant que ce dernier ne soit disqualifié. Russell, sa Mercedes était trop légère de seulement 1,5 kg. Voilà qui termine un dimanche parfait pour la firme de l'Étoile. Avant de parler de vos flops ou de vos tops, une petite réaction de chacun sur cette disqualification malheureuse de Russell. Eric. C'est malheureux, c'est un changement, en tout cas une prise de décision sur un scénario de course qui n'avait peut-être pas forcément été prévu. Voilà, quand Russell a suggéré qu'il fallait rester en piste, ils se sont aperçus qu'ils pourraient faire un relais, un seul arrêt, et donc forcément ça a un peu changé la donne. J'ai connu ça avec Lotus, puisque les 2 victoires qu'on avait eues à l'époque, c'était sur des stratégies similaires. C'est-à-dire que le fait qu'on ait usé plus les pneus change vraiment le poids de la voiture, tout simplement. C'est 1,5 kg qui était dans les pneus. Oui, tu perds à peu près 300-400 grammes par pneu sur des relais. Là, et en plus, il était vraiment apparemment au bout de la corde. Des pneus. Donc, il y a facilement 1,5 kg dans les pneus. Donc, si après, ils étaient en plus déjà limite. Après, je sais aussi qu'ils avaient un fond plat. Ils ont remis un fond plat une spec antérieure. Et peut-être qu'ils se sont trompés dans le calcul aussi. Alors, puisqu'on est avec toi, on commence avec... Oui, Laurent. Oui, moi, ça m'a passionné ce sujet parce que, si tu veux, et d'ailleurs, j'en parlerai lors de mon flop, mais je me dis comment une écurie multiple championne du monde peut se retrouver dans cette situation de se louper. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a plein de choses. Il y a effectivement ce qu'a dit Eric. Il y a le fait aussi que le circuit étant très long, les voitures font pas un tour complet après la victoire et rentrent directement au stand sans pouvoir coller de la gomme. Et alors que d'habitude, en fait, ils se mettent sur le côté pour coller ces petites boules, ces agglomérats de gomme. Et sur ce circuit-là, tu n'as pas cette capacité à le faire. Et en fait, ils arrivent à récupérer quasiment, ça peut aller jusqu'à 2 kilos de gomme, quoi. Donc, tu vois, c'est donc entre le fait qu'il ait usé ses pneus plus que de raison. Donc voilà. Et après, j'ai plein de stats sur les poids. On en parle après si vous voulez. Oui, dans ton flop. Eric, ton top alors cette semaine, on commence par les tops. Mon top, moi, c'est Lewis Hamilton, parce que très beau départ, une très belle course, mine de rien. Il a dû rentrer au stand pour se protéger de la stratégie de Ferrari. Mais voilà, notre, si je peux l'expression, notre vieil anglais est quand même toujours là, toujours sur le qui-vive, toujours dans une forme exceptionnelle, et de l'avoir vu gagner la dernière fois, enfin récemment, et puis là de le voir de nouveau devant, voilà, je dis chapeau bas. Ouais, toujours aussi motivé d'année en année et Grand Prix après Grand Prix,
la fin de course a été passionnante. Je m'attendais à ce que tu mettes un top à Russell parce que c'est lui qui était le patron un peu de l'écurie Mercedes, contrairement à Hamilton. On le sentait très abattu, Hamilton, en fin de Grand Prix. On en parlera peut-être avec Laurent tout à l'heure. C'est comme lui, Russell, qui a pris la décision à la radio de dire et si on ne faisait qu'un seul arrêt. C'est pour moi vraiment un éclair de génie. Tout à fait. C'était entre les deux. Et, donc j'ai choisi Lewis pour couper l'herbe sous le pied à Laurent, en fait. Bien joué. Bien joué. Alors, tu as la parole, avant de passer peut-être la parole à Laurent. Donc, Camille, ton top cette semaine. Bah, moi, c'est le choix de l'église, hein. C'est entre les deux, j'ai choisi Mercedes. Parce que je trouve quand même qu'ils ont été remarquables à tout niveau pendant tout le week-end, alors que c'était pas évident. Je crois que personne n'aurait misé quoi que ce soit sur eux. Et au bout du compte, il n'y a pas une erreur. J'ai bien aimé aussi la double stratégie, quoi. On essaye. Il y en a un des deux qui le fait. À la limite, Ferrari, ça aurait pu marcher aussi, mais on a vu que si on passait pas devant tout de suite à Franco, le truc est foutu. Parce que quand on regarde un petit peu, Charles a été longtemps derrière Lewis, mais voilà, il faut dépasser tout de suite, et c'est ce que Lewis a fait. Et là, il a très très bien joué aussi. Voilà. Il a résisté 3 tours. Les Ferrari en regain de forme. C'est pas encore suffisant pour viser la victoire, mais il y a quand même eu la pole surprise de notre ami Leclerc samedi, qui a revigoré un petit peu la Scuderia et donc et notre ami le maire du village, Pépone. Et ça va mieux du côté de Ferrari, donc Ami, mais c'est pas encore la panacée. Hein. Sainz avait un peu plus de mal. Oui, mais bon, moi, sincèrement, ce qui m'amuse, c'est que maintenant, tout le monde est dans un mouchoir de poche avec peut-être un petit plus à McLaren, mais les 3 autres sont beaucoup plus proches qu'on ne l'aurait imaginé. Et ça, c'est quand même très, très sympa parce que, je répète, OK, Charles n'a pas pu aller chercher Lewis à un moment où quand même il était très proche. Il a eu de l'air sale à peu près toute la course, ce qui a évidemment fait qu'à la fin, il a réellement souffert. Mais à Franco, je pense que l'air sale, c'est vraiment quelque chose qui joue énormément. Piastri l'exprimait à un moment, mais on en parlera avec Laurent parce que c'est un de ses coups de cœur. Le fait, peut-être qu'ils ont un peu moins bien géré cette semaine. Donc, a mis les arrêts au stand. L'undercut, il a un peu loupé chez Ferrari. Hein. Ouais, moi, je trouve que c'est du côté de Mercedes que la stratégie a été parfaite. Voilà. D'accord. Laurent, ton top cette semaine? Mon top cette semaine, c'est Piastri. Je trouve ce pilote impressionnant. Super jeune, hein, immense maturité, on le répète course après course, et je trouve qu'il a rondement mené la course, et il se bat surtout, quoi. Tu vois, jusqu'à la fin, tu lui laissais 2 tours de plus et il bouffait les Mercedes, quoi. Donc tu vois, il est un peu meilleur. Alors ils ont fait des bons arrêts au stand, hein, parce que finalement les arrêts au stand ont été assez bons chez McLaren. Donc tu vois, il a été chanceux. Enfin, on n'a pas vu le même Grand Prix. Hein. Ouais, excuse-moi, c'est vrai que lui s'est fait truc. Mais à la fin, il lui manque rien. Il lui manque 2 tours, il manque un peu de stratégie, il manque un peu de. Il lui manque un peu de. Il s'arrête un mètre trop tard, quoi. Ouais. Oui, mais c'est ce qui s'est passé la course d'avant et 2 courses d'avant. Donc ils ont besoin s'ils veulent gagner encore plus, ils vont devoir s'améliorer là-dessus. Mais la voiture, là, ce qui est génial, c'est qu'il y avait 3 moteurs Mercedes qui se tiraient la bourre, tu vois, avec des stratégies un peu différentes à l'arrivée. Je sais pas si l'arrivée, il y avait moins d'1 seconde entre le premier et le troisième, quoi. Ouais. On peut penser que s'il avait suivi, mais c'est avec les si on referait le monde, hein, mais s'il avait suivi la même stratégie que Russell, il aurait gagné cette course. Et tu as raison, Laurent, de dire qu'il fait preuve d'une grande maturité parce qu'effectivement, à la fin de la course, il est resté d'un calme Olympia, se contentant, ce qui était à l'origine une 3e place, maintenant second avec la disqualification de Russell. Et effectivement, il était très calme, très posé. Il était absolument pas déçu, alors que moi, j'étais vraiment surpris par Hamilton était, on le sentait à bout d'une tristesse infinie. Il a pris un coup énorme sur la tête du choix stratégique de Russell par rapport au sien. Et on a même l'impression qu'il avait le sentiment que l'équipe avait favorisé Mercedes. Mercedes avait favorisé Russell plutôt que lui. C'est ce sentiment-là. Je ne sais pas ce que tu en penses, Laurent, à la fois de Piastri, qui ne s'est pas du tout énervé, qu'il a perdu la course finalement au stand suite à une mauvaise stratégie, et l'attitude de Hamilton. Oui, alors
Encore une fois, la force de Piastri, pour moi, c'est cette espèce de. Je me disais, finalement, ce mec, il a failli être à quelques jours, il était chez Alpine, quoi. Ça aurait été un terrible gâchis, quoi. Et finalement, un mauvais agenda d'Alpine a fait que il est allé signer chez McLaren, mais tant mieux. C'est ce qu'il lui faut, quoi. Le duo La chez réaction McLaren. d'Hamilton, Laurent, elle t'a surpris ou pas? On sent que c'est la fin d'une époque. On sent que il y a quelques années, ils auraient tout misé sur Hamilton. Hamilton aurait gagné l'année dernière. Maintenant qu'il a signé chez Ferrari, on sent que, eh bien, s'il a favorisé un équipier. J'ai lu quelqu'un qui disait que Hamilton était certain qu'il se ferait disqualifier. J'y crois pas, moi. J'y crois pas, mais j'ai lu quelqu'un qui disait, un mec assez, tu vois, qui d'habitude dit pas trop de bêtises, qui disait il a essayé, il n'y arrivait pas. J'arrive pas, moi, à imaginer que, tu vois, quand tu te bats jusqu'au bout, tu puisses te dire sur tapis vert, ça va se jouer parce qu'il sait que, tu vois, dans les calculs. Je crois pas à ça. Je l'ai pas senti désespéré. Il aurait aimé bien sûr passer, mais la première chose qu'il a dit, c'est impressionnant ce qu'a été capable de faire Russell avec ses pneus. Tu vois, après, c'était une stratégie. Ils arrivent, ils se tiennent à 0,3 secondes dans la dernière ligne droite. Hein. Donc, 0,2 secondes. Ouais. Moi, je vais aller dans le sens d'Eric. C'est que ce que je loue, c'est de voir à quel point Lewis se bat encore, alors qu'il pourrait très bien lâcher la bride. Et quelque part, sa réaction, c'est mettre de la pression sur l'équipe pour dire « Oh, je vais chez Ferrari l'année prochaine, mais je suis encore là. Je suis encore là. » Ouais, je suis assez d'accord. Alors, mon côté, mon top, moi, c'est tout simplement le championnat 2023, hein, avec encore une course indécise jusqu'au dernier virage quasiment, avec 3 pilotes dans la même seconde. Donc, c'est vraiment un beau championnat auquel on a droit depuis quelques courses maintenant, alors qu'au début de l'année, on pensait naïvement que Red Bull avait course gagnée. Ils ont encore quelques centaines de points d'avance. Hein. On va en parler de Verstappen, mais en tout cas, c'est passionnant à suivre. On enchaîne avec vos flops, les amis. On commence avec Eric. Mon flop, il est un peu facile. Hein. Ça va être Pérez. Pérez, parce que quand la voiture elle était ultra dominante, il avait du mal à rentrer dans le top 3 près de Max. Maintenant que la voiture est sûrement un peu plus challenging, comme on dit, et en même temps que la concurrence s'est affûtée, on voit bien que là, ça s'écroule complètement. Donc effectivement, quand Red Bull annonce vouloir faire un brainstorming sur son futur dans quelques jours, en fait, je pense que le coup près est déjà tombé, quoi. Toi, tu penses que la décision a été prise? C'était le dernier Grand Prix, le Grand Prix de Belgique pour Pérez? Pour moi, la décision a été prise. Le fait d'avoir testé Liam Lawson et Daniel Ricciardo à Imola la semaine dernière pour évaluer Liam Lawson, c'est que je pense qu'ils sont en train d'avoir aussi Yuki qui s'excite tout seul en disant c'est pas normal qu'il ne me considère pas. Donc je pense qu'il y a effectivement un vrai process, si tu veux, de remplacement de Sergio Pérez qui est en route. Ouais, effectivement. Donc, Ami, ton flop? Le même qu'Eric. Je l'ai mis tout de suite après la course, mais j'aurais pu le mettre avant. Voilà. Donc, la messe est dite. Donc, effectivement, il part en première ligne, hein, à côté de Leclerc. Il n'arrive pas à résister à Hamilton. Il n'arrive pas à attaquer Leclerc. En sa faveur, quand même, pour me faire l'avocat du diable, on l'a arrêté quand même un petit peu vite. 10e tour, c'était tôt pour l'arrêter, mais bon, voilà, Verstappen revenait, donc il fallait laisser la place. On sent effectivement qu'on voit une vraie différence avec son coéquipier Verstappen. Hein. Mais on dit toujours que la voiture est typée Verstappen. Est-ce que ça joue à votre avis? Je sais pas. Moi, personnellement, j'ai l'impression quand même un petit peu. Ça joue, mais oui, ça joue. C'est-à-dire que mais un écart normal, c'est 3 dixièmes. Donc c'est pas ça joue forcément sur la dégradation des pneus aussi un petit peu. Mais c'est vrai que là, on sent bien que c'est compliqué. Puis il y a quand même beaucoup de crash et il y a eu de plus en plus d'écarts. Puis il y a une autre menace dont on n'a pas parlé, mais c'est l'année dernière, le Red Bull Racing gagne le titre grâce à Max tout seul. Mais cette année, il y a la menace McLaren, peut-être la menace Mercedes. Ils ont besoin pour la deuxième partie de saison d'un pilote qui soit plus solide, donc ce qui va favoriser forcément Ricciardo. Parce qu'à la fin de l'année, l'année prochaine, le chèque qu'ils vont recevoir de la F1, c'est pas grâce à Max, c'est grâce aux résultats de l'équipe. Alors, tu mises sur Ricciardo. Vous êtes d'accord avec Eric, les amis? Qui pour remplacer Pérez? Ricciardo, s'il a toujours les faveurs de Horner, oui. Hein, on sait que par rapport à Marco, c'est pas ça. Par rapport à Helmut, c'est pas tout à fait ça.
Donc voilà, c'est compliqué. Hein. Mais oui, Laurent bon, Je sais pas. Je me dis que si bon, on a compris deux choses. Hein. On a compris que Checo était un vendeur de canettes au Mexique. Hein, c'est un marché important pour Red Bull et qu'il y a eu une grosse pression là-dessus. Et on a compris une deuxième chose, c'est que les organisateurs du Grand Prix du Mexique, c'est Liberty Media. Et que pour eux, il est important que il y ait un Mexicain sur le plateau. Ouais, sur la grille. Donc, on a compris qu'il y avait eu des tractations à la faveur des résultats, des piètres résultats de Checo depuis déjà trop de grands prix, quoi. Le mec, il se sort 4 fois en Q1 sur les 5 derniers trucs. Enfin, tu vois, tu te dis, il y a un souci, quoi. Donc, ça, c'est ce qui a peut-être différer son éviction, sachant que Red Bull est plutôt connu pour les évictions rapides, parfois même trop rapides, quoi. Donc, par contre, je sais pas qui derrière, parce que je me dis si ça avait dû être Ricciardo, ça aurait été plus tôt. Tu vois, ça aurait déjà été fait. C'est là où je me questionne. Ricardo n'a pas non plus fait une début de saison extraordinaire, donc je pense que c'est pour ça qu'il n'a pas été forcément même d'ailleurs mis en avant, je pense, dès le départ. Aujourd'hui, ils ont que Liam Lawson, Yuki, je pense pas qu'il soit prêt. Enfin, la vraie raison, c'est qu'il faut quelqu'un de solide pour finir la deuxième partie de saison. Hein. Donc après, mettre Liam Lawson, c'est sûrement une possibilité. Après, ils l'ont testé, donc ils savent, ils ont les datas pour se savoir. Et après, le prochain sur la liste, c'est Isaac Hadjar, le français, en F2. Mais donc là, c'est trop tôt encore. Ouais. Alors, il faut pas oublier un point, messieurs, c'est quand même le côté compatible avec Verstappen. S'il est là encore, Pérez, c'est que c'est le coéquipier idéal pour Verstappen, car il ne lui fait aucune ombre. Et on sait aussi que Verstappen est très pote avec Ricardo. On l'a vu, on le voit très souvent, on les voit très souvent ensemble. Moi, je mets une petite pièce sur Ricardo. On va voir, on aura la réponse après les vacances. Après le flop de notre ami. Donc, ami, c'est le tour de Laurent. Alors, moi, mon flop, c'est Mercedes. Alors, vous allez me dire, vous avez tous mis Mercedes dans les tops. What? Non, bien sûr, Mercedes a fait un doublé. Ils ont fait un week-end exceptionnel. Après, on se rend compte que Mercedes fait des erreurs qui sont indignes de Mercedes. Tu vois, Mercedes, il y a un peu cette espèce. On sait que la partie F1, c'est anglais, mais il y a quand même cette rigueur allemande. Quand même ce côté un peu métronome chez Mercedes qui a toujours eu. Et je trouve qu'ils font des petites erreurs un peu récurrentes. Tu vois, même sur les changements de pneus. Alors là, ils ont pas été trop mauvais, mais c'est pas les meilleurs non plus. Tu vois, ce truc qui a fait un peu la superbe de Mercedes pendant longtemps. Là, ils ont un peu de mal. Et en fait, à l'arrivée, ils auraient dû se rendre compte. Juste, je sais plus si c'est le Grand Prix d'avant ou 2 Grands Prix d'avant. Ils ont demandé à Russell de lever le pied parce qu'il avait plus assez d'essence pour finir le Grand Prix. Tu vois, donc à un moment donné, c'est des petites choses qui sont, je vais pas dire indignes, mais qui montrent quand même une certaine fragilité. Alors je me suis intéressé au poids, juste pour votre information, et 1,5 kg, bon c'est 0,2% du poids total de la voiture, hein, mais 1,5 kg, on estime que c'est 0,03, 0,05 secondes au tour. Donc tu vois, alors en plus c'est en fin de Grand Prix, hein, donc tu vois c'est pas tout le Grand Prix. Donc évidemment tu vois c'est un bénéfice quand même somme toute assez faible. Autant en qualif ça aurait eu de l'impact, autant sur une course tu vois ça en a moins. C'est intéressant quand même le poids parce que j'ai regardé le poids des pilotes et en fait les pilotes, quel est le pilote le plus lourd d'après vous? Le plus grand, non? Ça doit être Ocon, non? Eh ben non, alors oui c'est le plus grand, mais c'est pas Ocon. Ocon fait quasiment. Non, c'est Albon. C'est Albon et Albon, il fait de mémoire 74 kilos. J'ai regardé ça ce matin et il fait quasiment 8 kilos de plus que Ocon, qui a la même taille que lui. Et le plus léger, c'est bien sûr c'est Tsunoda avec son 1m59 et ses 54 kilos. Donc en fait, il y a 24 kilos le plus lourd de tous, c'est Hülkenberg, qui fait 78 kilos. Ok, il fait 1m84, 78 kilos. Donc, il y a 24 kilos entre Tsunoda et Hülkenberg. Sachant que 1 kilo, sur 24 kilos, ça fait quand même 1 seconde 2 au tour, si on reprend le calcul. Juste, pourquoi ça m'a intéressé, parce que j'avais entendu une petite anecdote de Rosberg, qui avait dit qu'il a gagné en 2016, parce que durant l'été, il a arrêté de faire du vélo.
En fait, il cherchait comment gagner du temps, il n'y arrivait pas. Et il s'est rendu compte qu'à faire du vélo, il fallait qu'il fasse un régime. Mais tu peux pas faire un régime à ce niveau-là, parce que si tu fais un régime, ben, tu perds ton influx. Donc, il fallait juste qu'il trouve le moyen de perdre du poids. Et en fait, la façon dont il a perdu du poids, c'est en perdant du muscle et sur la partie jambe inférieure, c'est-à-dire du vélo. Et il a réussi à perdre entre 1 kg et 1,5 kg, qui aurait eu un impact sur sa victoire de fin de saison. Il a gagné beaucoup plus que Hamilton en fin de saison. Donc, le poids a quand même une sacrée importance dans une course de Formule 1, quoi. Tu vois, voilà. Et donc, pourquoi je dis, il faudrait qu'Eric nous dise ce qu'il en pense. Comegem.fr, étonnant. Non, ce n'est pas un sponsor de l'émission. Oui, Eric, le poids, c'est l'ennemi numéro 1 de la performance. Donc, effectivement, c'est pour ça qu'on parle toujours de poids limite. Il faut savoir que dans les poids limites des voitures, les pilotes sont intégrés. Donc, après, les différences de pilotes, de poids entre les pilotes n'intervient pas dans la performance de la voiture elle-même. Mais effectivement, on a coutume de dire en moyenne, c'est 10 kilos, 3 dixièmes par tour. Hein, donc, c'est important. C'est aussi pour ça que les ingénieurs ont développé des systèmes de calcul assez compliqués pour aller chercher même le demi, voire le quart de litre d'essence qu'il faut emporter au départ de la course, parce que tout kilo supplémentaire, bah, tu le traînes toute la course et à la fin, ça fait des dixièmes en moins. De mon côté, mon flop, j'ai beaucoup hésité entre McLaren, la stratégie et Norris, et j'ai retenu plutôt, parce que c'était plus une frustration, parce que j'aime beaucoup Norris, pour Norris, donc c'est plutôt la stratégie McLaren. Moi, j'avais le sentiment, je suis assez d'accord avec des commentateurs de Canal, notamment Jacques Villeneuve, qui dit qu'en gros, Piastri a perdu la course, il était en tête, il avait l'air propre, il le dit à la radio, et on l'arrête pour suivre la stratégie de Lewis Hamilton, et c'était plutôt la stratégie de Russell. C'est facile de refaire l'histoire après coup, mais c'est vrai que je trouve que McLaren, contrairement, je suis pas d'accord avec Laurent, c'est plutôt McLaren qui fait pas mal d'erreurs en stratégie notamment. Et puis, il y a quelques erreurs quand même de Norris, on le sent, qui a encore loupé son départ. Ça fait le 3e et le 4e d'affilée. Hein. Et c'est un vrai problème pour lui. Alors, est-ce que c'est le système de départ de McLaren qui est pas assez efficient, mais on a vu que son coéquipier Piastri s'en sort beaucoup mieux. Et puis, des petites erreurs d'ici et là, un roue dans le bac à gravier et ça fait toute la différence. Et c'est lui aujourd'hui le principal rival de Verstappen. Et Verstappen a fini devant. Un mot quand même sur Alpine. Une bonne course, somme toute, d'Ocon, qui finit à 10e. Gasly, 9e avec l'abandon, enfin du moins l'annulation de notre ami Russell. Gasly, lui, qui est pas dans les points et qui s'inquiète véritablement de l'avenir. On sait que lui ne restera l'année prochaine, n'ira pas chez As comme son coéquipier. Beaucoup de critiques envers Renault cette semaine et envers Alpine. Beaucoup de rumeurs aussi. Ce qu'on retiendra de ce week-end à Spa, c'est pas simplement la victoire d'Hamilton, c'est aussi les annonces de l'arrêt du moteur Renault. Je le disais avant, en préambule, beaucoup d'annonces, beaucoup d'infos qui ont succédé et confirmé les rumeurs de ces dernières semaines. Alpine, ou plutôt Renault, met un terme à son programme de moteur F1. Vos réactions, et on commence bien sûr par Éric Bouillet. Très triste pour plusieurs raisons. Donc, d'abord, je pense aux nombreux salariés de Viry-Châtillon, à toute l'expertise qui a été aussi donc créée là-bas, et évidemment, et dans un deuxième temps, c'est quand même un pan de notre histoire de sport automobile, puisque cette usine existe depuis 1977 et Renault a toujours œuvré, quelle que soit l'étiquette, on va dire, que ce soit Renault, Alpine, que ce soit Supertech ou autre, ils ont toujours œuvré pour la F1. Donc oui, ça me rend assez triste quand même, ayant eu la chance d'être évidemment un peu impliqué et ayant pu visiter Viry-Châtillon plusieurs fois. Oui, ça me rend un peu triste. Voilà. Alain, tu sembles pas trop surpris finalement de cette annonce finalement. Tu le sentais dans les précédents numéros. Rappelle-toi ce que j'ai dit dès l'arrivée de Flavio. J'ai parlé d'un exécuteur des bases heures. Et j'ai l'impression que c'est ça, mais que ça pourrait encore aller plus loin. C'est-à-dire la disparition d'Alpine au profit de Andretti ou n'importe. Je crois que tout est possible depuis que on fait qu'il n'y a plus de moteur. À partir de là, la porte est ouverte. Le garçon n'a aucun scrupule et en plus il est très très rusé, très roublard. Il a déjà œuvré de cette manière-là et en tant que diffusion, fusion, acquisition, c'est un roi. Et voilà, je crois qu'on est malheureusement parti vers encore plus que
que simplement l'arrêt du moteur, qui est peut-être la pire des choses. Donc parce que comme dit Eric, c'est vraiment tout un pan de l'histoire qui tombe, quoi. Laurent, ton sentiment à l'annonce de l'arrêt du moteur Renault? Je veux redire ce que j'avais dit dans une précédente émission. Je trouve que c'est compliqué de dire que tu fais la promotion d'une voiture de sport, ou d'une marque de sport alpine, et que tu utilises un moteur différent. Alors attention, dans d'autres catégories ça existe, mais c'est vrai que c'était pas l'essence de la F1 et c'était pas l'essence de Renault. D'autant plus que si je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'ils ont 11 titres de champion du monde en tant que motoriste. Et 11 titres en 47 ans, ça fait plus de 1 titre, ça fait plus de 1 sur 5, quoi. C'est-à-dire que 20% des titres, c'est eux qui l'ont, ce qui est énorme. Tu vois, tu as 10 écuries, 1 sur 5, c'est toi qui les as. Ça reste un très, très beau palmarès, quoi. Donc, c'est là où je suis un peu, c'est là où je suis un peu, je trouve que c'est triste parce que ça veut dire que c'est un sentiment d'échec, ça veut dire que c'est un constat d'échec, et les dernières années sont catastrophiques, la farandole sur les 3-4 dernières années. Alors, je sais que ça avait fait sourire Eric quand je l'avais cité, mais il y a beaucoup de gens sur le net qui disent finalement les dernières belles années, les derniers vrais succès, la dernière vision de Renault, c'est quand Éric Bouillet est à la tête, quoi. Tu vois, donc voilà, quoi. Eric revient. Ouais, non, mais Oui, non, mais après, ouais. Non, mais je suis d'accord que l'ère hybride a été compliquée à gérer, je pense compliqué à appréhender en termes de management. Ça reste aussi c'est un investissement pour une marque, mais il faut aussi avoir des clients. Et malheureusement, il y a des clients Renault, il n'y en a plus depuis un moment. Et donc, je pense que voilà, c'est ce qui aujourd'hui. Ça peut faire partie d'une stratégie d'un constructeur. Je suis un peu d'accord avec Alain. S'il y a on va dire derrière la tête, s'il y a une petite idée de vouloir vendre Enstone aussi, il est obligé de te débarrasser des moteurs. Je comprends. Et c'est bien Mais triste. je vais un peu plus loin. Il y a peut-être Voilà. la suite qui pourrait être le WEC. Est-ce qu'un constructeur peut aujourd'hui se permettre d'être des deux côtés financièrement parlant? Je ne sais pas, sauf en étant successful, mais voilà. Ça marche plutôt bien Renault en ce moment. Il casse la baraque en question marge et question vente de voitures. Mais ce sont des voitures électriques. Je ne sais pas si vous avez vu. Et c'est ça qu'avance en coulisses la raison profonde, du moins officielle, de l'abandon du moteur Renault, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de thermique, ou il n'y aura plus de thermique à terme au sein de l'écurie, au sein de la marque, la maison mère Renault. Est-ce que vous croyez à cet argument écologique? Tu l'as dit, on peut penser plus à l'argument financier. Ça coûte très cher, Eric, de produire des moteurs. On sait que le budget cap, il est de 135 millions pour produire un châssis, mais si on rajoute un moteur, on double au minimum le budget par an, c'est ça, Eric, raisonnablement? Oui, on n'a pas les chiffres, mais effectivement, on peut penser que c'est au moins doublé. Donc, c'est-à-dire là où une écurie comme McLaren, par exemple, va dépenser 135 millions comme les autres dans son châssis, elle dépense 17 millions dans ses moteurs Mercedes, alors que Renault va dépenser au moins la même somme dans les moteurs. Donc, c'est un coût faramineux. Je pense que c'est plutôt... après, il y a le renouvellement de mandat de Di Meo dans 2 ans, donc il faut peut-être que les chiffres soient bons aussi, donc autant enlever les coûts. Et puis après, effectivement, je pense qu'il y a quand même une stratégie à plus long terme, donc on en saura plus dans les semaines ou les mois qui viennent. C'est vrai que Renault est gêné par son moteur, gêné comme tu l'as dit par le fait qu'ils n'ont pas d'équipe client, et que ce que j'ai appris en faisant quelques recherches ce week-end, en lisant une interview de Cyril Abitboul qui disait qu'en gros, que même s'ils avaient des équipes clientes, la FIA les obligeait à vendre les moteurs à prix coûtant. Donc, en clair, c'est beaucoup plus intéressant, comme le fait aujourd'hui McLaren, d'acheter un moteur puisqu'il est vendu à prix coûtant. Voilà. Et que le moteur Renault, apparemment, toujours selon Cyril Abitboul, coûtait plus cher à produire que la concurrence. Pourquoi? Et c'est difficile de baisser son prix. Pourquoi? Parce qu'ils utilisaient énormément de sous-traitants, beaucoup plus, notamment de Mercedes, qui, je cite toujours Cyril Abitboul, internalise un maximum. C'était déjà le cas du temps de Lotus, mon cher Eric? Alors du temps de Lotus, c'était un peu différent puisqu'on roulait avec les vieux V8, donc là c'était beaucoup plus facile à construire. Ça coûtait une fraction de ce que coûte un moteur hybride aujourd'hui. Mais effectivement,
Il y a eu, pour un moment, on a quand même eu peur de ne pas pouvoir fournir des moteurs à toutes les équipes. Donc, il y avait un minimum d'équipes un maximum d'équipes à équiper, et effectivement un prix plancher qui ne pouvait pas être dépassé. Donc après, effectivement, chaque constructeur de moteur a choisi sa propre stratégie. Je pense que aussi la sortie de Red Bull et de Toro Rosso à l'époque, du giron de Renault, a été compliquée. Parce qu'il aurait fallu à ce moment-là se mettre en quête d'un nouveau team partenaire. Il y a eu McLaren évidemment pendant un an, mais une fois que McLaren n'était plus partenaire, il aurait fallu retrouver d'autres clients, parce que même si c'est à prix coûtant, il y a quand même des données qui sont partagées non plus entre deux voitures d'une même écurie, mais entre 4 voitures de 2 écuries, ce qui permet aux motoristes aussi de s'améliorer, de s'appuyer sur plus de data pour être meilleur. Et on sait que c'est un sujet qui, depuis 2014, est récurrent, en tout cas à Viry-Châtillon, c'est que on parle toujours du moteur Renault n'étant pas le meilleur sur la grille, mais je pense qu'un moteur Mercedes aussi, même s'ils ont mis plus les moyens au départ, avec tous les clients qu'ils ont, ils ont aussi la possibilité de se remettre en cause et de s'améliorer en permanence. On entend dire tout et son contraire concernant est-ce qu'une écurie peut gagner avec un moteur client. On le voit bien avec McLaren aujourd'hui. Pourtant, Red Bull fait le contraire aujourd'hui en se lançant carrément, alors que c'est pas une marque automobile par essence, dans la construction de ses propres moteurs avec Red Bull Powertrains. Est-ce que à défaut de se dire qu'à terme, Renault envisage de vendre son écurie, est-ce que c'est pas un signe qu'en tout cas, les ambitions de Demeo vont à la baisse et se contentent d'être une écurie cliente, point barre, de gagner des grands prix, mais pour être champion, sur le long terme, ça va être plus compliqué? Difficile de répondre à ta question directement, mais c'est clair que je suis assez partisan, moi, on va dire de la stratégie. Si tu es constructeur, il faut avoir ton propre moteur si tu veux être champion. Je suis persuadé que les moteurs Mercedes, chez Mercedes, sont quand même si réglementairement ils ne peuvent pas, on va dire officiellement, sont un peu différents quand même des moteurs clients. Néanmoins, les différences sont tellement minimes qu'aujourd'hui, on peut faire la différence sur un châssis. Et je pense aussi que on est en termes de développement ou de maturité technologique sur ces moteurs, on arrive en une fin de cycle. C'est-à-dire on est à la même position que les V8 en 2013, par exemple, où les moteurs, même si les moteurs sont quasiment identiques en termes de performance. Donc je pense que 2026, ça va être encore très compliqué, quoi. Tu étais encore chez Lotus quand l'écurie a adopté le moteur Mercedes et justement a abandonné ce qui semble être le cas pour Alpine, non? Non, j'étais déjà chez McLaren, ouais. Ouais, parce que je me souviendrai toujours d'une déclaration de Grosjean qui finit sur le podium justement à Spa il y a quelques années avec une Lotus et alors qu'il était menacé par une Red Bull, je crois de mémoire, et puis il y a un motoriste Mercedes qui rentre dans le stand Lotus, il appuie sur un bouton magique et là il raconte: j'ai jamais eu autant de puissance dans mon moteur de la saison. Comme quoi, il y a quand même des secrets bien gardés. L'autre fait de la... Oui. Olivier, je fais juste un ajout. Est-ce que vous pensez une seule seconde qu'un constructeur comme Mercedes, comme Audi ou comme Renault, c'est-à-dire un des grands constructeurs automobiles, puisse avoir une stratégie marketing acceptable en disant je roule en Formule 1 avec un moteur Mercedes ou un moteur je suis client? Ça se tient juste pas la route. Et c'est pour McLaren, oui, mais pour Renault, je suis d'accord. Oui. McLaren, c'est différent. Ouais, voilà. Non, mais McLaren ou Aston, ça passe. Oui, voilà. Mais pour les autres, pas Ferrari, pas Renault. Mais mec, parce que McLaren n'a jamais produit son propre moteur, donc ça passe. Ouais. Alors, autre fait de la semaine, les amis, c'est l'annonce du départ de Bruno Famin. Le départ est un terme gentil. Apparemment, c'est pas simplement un départ. C'était pas forcément son choix, mais c'est pas ce qu'il a dit au micro de Canal également. Ça signe encore un cycle quasiment d'une année d'instabilité managériale. Et c'est surtout ça, l'impression qui a fait beaucoup de mal à l'écurie, les amis. Alors, Bruno était team principal depuis un an, mais il était en charge de Viry-Châtillon depuis déjà presque 3 ans. Donc, il y a pas vraiment de reflux. Et puis, Bruno a 62 ans. Donc, je pense qu'il y a aussi un fait de vouloir aussi peut-être se mettre un peu en retrait dans le futur. Il y a aussi le fait que tu peux pas être team principal, patron de la stratégie motorsport, diriger Viry-Châtillon, diriger la FRECA, diriger les courses, tous les programmes support de Renault. Enfin, c'est pas possible. Hein. Donc, il y a un moment, il faut se partager.
Ouais, on avait le sentiment que l'année dernière, souviens-toi, Laurent Rossi avait annoncé qu'il voulait qu'il y ait un peu plus de synergie entre Viry-Châtillon et Stone, hein, la filiale, l'usine en Angleterre. On a l'impression qu'aujourd'hui, finalement, c'est Stone qui gagne, Laurent, au final. Ouais, alors on en a discuté quelques fois avec Eric. Eric te dit qu'il y a la F1 Valley en Angleterre et que c'était un peu quelque chose un peu atypique, le fait que les moteurs soient faits ailleurs, avec tous les conflits que ça a pu générer entre les deux équipes. Mais si aujourd'hui tu arrêtes le moteur, forcément c'est Viry qui se trouve arrêté. Et si derrière tu veux vendre la F1, tu vas garder l'endroit où la boîte elle est dans la F1 Valley. Parce que sinon les autres vont pas, tu vois, les autres vont acheter pour essayer d'être successful. Hein. Quand tu rachètes un projet, tu achètes pas pour te dire je vais pas être successful. Donc à un moment donné, il faut une certaine logique partout, quoi, une certaine cohérence. Alors départ de Bruno Famin, départ du moteur Renault, mais retour surprise, celui de Mattia Binotto. C'est également l'info de la semaine dernière. Mattia Binotto, l'ancien patron de l'écurie, l'ancien team principal de l'écurie Ferrari, va prendre la tête de l'écurie Sauber qui deviendra Audi en 2026. Il remplace Andreas Seidl à partir du 1er août, hein, donc tout de suite là. Audi chamboule tout, Eric, avant même son arrivée officielle en F1. Ça nous rappelle une autre histoire du côté français. Hein. On sait ce qui s'est passé. Tu as des infos particulières ? Non, j'ai pas d'infos particulières. Mais après, je lis la presse comme tout le monde. Hein. Il y a déjà eu ce phénomène, le fait que le projet Audi a été, je dirais, un peu mis au chausse-pied, hein, parce qu'il a été, dès le départ, il a été compliqué à vendre en interne dans le groupe Volkswagen. Et ensuite, il y a eu changement à la tête de chez Audi, nouveau management. Ils ont d'abord commencé par questionner le projet, donc ce qui est quand même jamais très positif, avant de l'infirmer sans vraiment le confirmer. Et puis ensuite, il y a eu, je pense, déjà des prises de position qui étaient différentes par rapport à ce qui était vendu à Andreas Seidl et que le nouveau management a changé. Et donc, il y a eu du stress. Il y a eu, je crois, aussi l'histoire le fait de ne pas pouvoir signer Sainz ou Ocon parce qu'ils n'ont pas forcément été assez convaincants. Des choix stratégiques aussi. Hein. Le moteur, ils le font dans leur coin, personne ne sait ce qu'ils font. Et de l'autre côté, tu as aussi une écurie Sauber qui est toute seule en Suisse. Les Allemands arrivant en Suisse pour prendre Sauber, je pense que tous les Anglais sont rentrés en Angleterre. Enfin, c'est culturel. Hein. C'est assez simpliste mon discours, mais c'est comme ça. Voilà, c'est que ça va être compliqué. Donc, c'est un projet qui est déjà compliqué en termes de management au niveau du board, qui est compliqué ensuite entre son management et board. Donc, c'est vrai que c'est dommage parce que j'espère que ce projet ira jusqu'au bout puisqu'on voudrait bien voir Audi en F1. Donc, voilà. Après, pas plus que ça. Tu as raison, Eric. Hein, le fait que Sainz n'ait pas signé n'est pas très bon signe, Alain. Hein. C'était déjà un signe avant-coureur. Et puis, c'est aussi un camouflet pour Seidl qui a quand même démissionné de McLaren pour rejoindre le groupe Audi et qui se retrouve aujourd'hui éjecté. Hein. Ouais, oui, enfin, a priori, comme dit la presse, ça fait des mois qu'il y a une bagarre entre Seidl et Hoffmann. Là, ce qu'ils font, c'est peut-être pas mal, c'est de dire, il y a une seule personne à la tête de tout ça. Est-ce que c'est la bonne? Ça, c'est autre chose. Mais il y a une seule personne qui est à la tête de tout. Ce qui n'était pas il est bon, Binotto. Hein. Il n'a pas été heureux chez Ferrari les dernières années, mais il a fait de belles choses chez Ferrari. Déjà du temps de Schumacher. Et puis, surtout dans le rôle qui lui est attribué. C'est, je pense, là où il va être le meilleur. Pour moi, Binotto, jusqu'à directeur technique, c'était extrêmement bon. Après, team principal, c'est un autre rôle qui, je pense pas, lui convenait tout à fait. Mais donc là, dans le rôle de CTO et CEO, je crois, oui, là, il a la main sur les opérations et la technique, donc c'est parfait. Ouais. La vraie question qui se pose, je le disais en préambule, c'est comment Audi va réussir à
là où ses prédécesseurs ont loupé. Hein. Il faut se souvenir que Sauber s'était associé, avait été racheté par BMW, un autre constructeur allemand qui fournissait les moteurs et produisait aussi le châssis. Et puis ils sont partis au bout de quelques années, bien qu'ils aient gagné quelques grands prix, mais ils n'ont jamais vraiment brillé pour le championnat du monde. On se rappelle de Toyota avec notre ami, mais Ange Pasquale. Ange Pasquale, pardon Ange, qui racontait l'aventure à Cologne. C'est très compliqué aujourd'hui de ne pas développer un projet. On le voit avec Renault. En étant pas en Angleterre, tu parlais de la F1 Valais, c'est plus vrai que jamais. Et c'est ça l'enjeu pour Audi, Laurent. Ouais, c'est alors comme le dit Eric, ça a été quand même un peu, on a un peu fait les choses pour les faire venir, hein, pour qu'ils arrivent, c'est-à-dire une réglementation qui leur convenait. Maintenant, tu vois, c'est un pari, hein, un nouvel entrant. Alors même si c'est pas une entrée pleine et dure, hein, parce qu'on n'a pas une 11e écurie, ça reste la 10e qui change mais ça devient un vrai constructeur, quoi, une vraie marque automobile. Donc ça va être, ça peut être rock'n'roll. Ouais. Ouais, on va voir, on aura la réponse très rapidement. Il faut attendre 2026 pour arriver officiellement ça va arriver en vite, Formule 1. Allez, box, So je box, propose box, que l'on box, passe box. au quiz F1. Le quiz F1, comme chaque, on refait la F1, 4 questions, une réponse dès la première vous rapporte 4 points, 3 points pour la seconde, 2 pour le troisième et ainsi de suite. Si vous vous trompez, vous êtes éliminé. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs? Attention pour le top départ. Vas-y. Et là, on est Alors, il tous s'agit en uniquement... Oui, vous êtes tous sur le même niveau. Que des questions liées au Grand Prix de Belgique. Un pilote ayant remporté le Grand Prix de Belgique, attention, j'ai remporté le Grand Prix de Belgique lors de ma première saison chez Ferrari. Pour 4 points, j'ai remporté le Grand Prix de Belgique lors de ma première saison chez Ferrari. Kimi. Non. J'ai remporté ça aurait pu être Kimi, mais non. J'ai remporté ma première victoire à Spa en 2019. J'ai remporté ma première victoire à Spa en 2019. Leclerc ? Oui, Charles Leclerc. Bonne réponse de Laurent Pantanage qui gagne 3 points. J'ai signé la pole en 2023 et j'ai signé la pole en 2024. Il s'agissait bien sûr de Charles Leclerc. 3 points pour notre ami Laurent. Un circuit. J'ai accueilli le Grand Prix de Belgique à 10 reprises. Nürburgring. Non, Zolder. Zolder, 4 points pour donc un exceptionnel. C'est avec celui-là. Attends, c'est une question avantagée, il est belge. Bah oui, il est belge en plus. Il a roulé à Zolder, lui. Faut bien. Je te sortirai une question. S'il y avait un circuit en Corse, la prochaine fois, je ferai pareil. Ah, Gilles Villeneuve a perdu la vie en 82. Le dernier vainqueur d'un pilote F1 sur ce tracé est Michele Alboreto en 84. Et j'ai succédé à Spa-Francorchamps avant que Spa-Francorchamps prenne la suite. Un pilote ayant remporté le Grand Prix de Belgique, ça fait 3 points pour Laurent et 4 points pour donc un ami qui prend la tête. Donc un pilote ayant remporté le Grand Prix de Belgique, j'ai remporté la première victoire de l'écurie Jordan à Spa. Fisichella. Bah non, c'est pas Fisichella. Jordan à Spa. Première victoire de Spa en 97, j'étais sacré champion du monde, je suis débarqué sans ménagement de l'écurie Williams. Facile, 97, je suis sacré champion du monde et je suis débarqué de l'écurie Williams. Je gagne en 2000 le Grand Prix de Spa. Non, je dis pas en 2000, c'est en 98, pardon. 99. Allez, je vous aide. Je suis le premier fils. Attends. Ah, Desmonil. Ah ouais, Desmonil. Mais non, il a gagné en 98, il n'a pas gagné en 99, il gagne en 98, Desmonil. En 98, oui, bon, ça va, mais bon. Allez, je suis le premier fils de champion du monde à rejoindre mon père et devenir mon tour world champion. Et j'ai mis un terme à ma carrière en 1999. Il s'agit bien sûr de Desmonil. En préparant ce quiz F1, j'ai tombé sur une citation de Desmonil qui raconte que son dernier Grand Prix, je crois que c'est le Grand Prix de Suzuka, Grand Prix du Japon, où il a carrément, un peu comme en son temps, Lauda abandonné en rentrant au stade alors que la voiture n'avait rien. Il a déclaré « Je voulais partir, je pouvais ressentir ce qui est arrivé à mon père en arrière-plan. Il y avait un accident qui m'attendait au coin du virage qui allait m'emporter. Je pensais que j'allais mourir. » On a tendance à parfois, Eric,
négliger cet aspect-là psychologique chez les pilotes et que la mort les attend parfois au coin d'un tournant. Tournant, comme on dit. Ouais. On ne néglige pas, c'est un peu comme excusez-moi le jeu de mots puisque vous êtes tous les deux en Corse, mais c'est un peu comme une omerta, on va dire, dans le milieu, on n'en parle pas et on évite d'en parler. Effectivement, un autre pilote ayant remporté le Grand Prix de Belgique. J'ai remporté le Grand Prix de Belgique à 4 reprises. Kimi Raikkonen. Kimi Raikkonen, bonne réponse de Laurent Pantanage. 8 points pour Laurent et ça fait 6 points pour donc Camille. Et Eric, il faut réagir. Je suis le premier pilote à accéder à la F1 directement de la Formule Renault. Hein. C'était de la Formule Renault déjà. Renault, ouais. C'est incroyable. Je suis le dernier champion du monde au volant d'une Ferrari. Désolé, donc Camille. Et on me surnomme Iceman. Il s'agit bien sûr de Kimi Raikkonen. Vous savez que la descendance, la suite est déjà sur des rails. Hein. Regardez. Ouais. Le petit garçon de Kimi est déjà un futur grand champion. Il est déjà un champion de kart. La famille Raikkonen sera bientôt de retour, peut-être, qui sait, chez Ferrari. Un pilote ayant à nouveau remporté le Grand Prix du Belgique, et c'est l'avant-dernière question, il faut revenir, Eric. Attention, j'ai commencé ma carrière en F1 chez Lotus en 1991. 91. Et qui a gagné le Grand Prix de Belgique? Eh ben oui. Emerson Fittipaldi. Non. En 91. Plus récent. Ma dernière victoire victoire remonte à l'an 2000 après un double dépassement d'anthologie mythique sur Schumacher et Ricardo Santa dans la ligne droite de Kemmel. Souvenez-vous. Un passe à gauche, l'autre passe à droite. Celui qui passe à droite. C'est étonnant ta question. Olivier, c'est étonnant ta question. Comment? Ta question est étonnante, Olivier. Tu mets en doute Lotus, c'est ça? Comment? Tu mets en doute Lotus? Non, je mets en doute le fait que tu proposes deux fois la même personne. Mais oui, c'est pour moi, c'est Mika Hakkinen. Hein. C'est Mika. Oui, c'est pas Kimi, c'est Mika. Non, c'est pas Kimi, c'est Mika Hakkinen. C'est Mika Hakkinen. Mika Hakkinen, exactement. J'ai frôlé la mort suite à un accident. Oui, Eric. Non, mais c'est ça. Moi, j'étais aussi sur Mika Hakkinen, mais bon. Il faut que les vacances arrivent, hein, Eric. Il faut arriver. Hein, il faut que les vacances arrivent. Hein. J'ai frôlé la mort suite à un accident à Adelaide au Grand Prix d'Australie. Et j'ai remporté à 2 reprises le titre de champion du monde. Donc, ça fait à nouveau 3 points pour Laurent, qui est à 11 points, si je ne me trompe pas, Laurent, c'est ça? Je crois bien. Qui a d'ores et déjà gagné ce quiz F1 de nouveau, hein, 2 d'affilée, bravo. Allez, pour le sport, la dernière question. En 2009, je signe une pole position à Spa au volant d'une modeste Force India. 2009. Fisichella. Giancarlo Fisichella, 4 points pour Eric. Bravo Eric. Allez, encore une, puisque j'en avais une de secours, je vous la donne, comme ça lui permettra de revenir. Et je finis avec Fisichella. Cette année-là, finalement, il se classe que 2e, à 9 dixièmes seulement de Kimi Raikkonen. Et cet exploit lui permettra d'être embauché par Ferrari pour remplacer Philippe Massa après son accident en Hongrie. Il finira sa carrière chez Ferrari cette saison-là. Et je suis bien sûr un pilote italien. Allez, un pilote qui n'a pas également remporté le Grand Prix de Belgique. Je ne sais pas s'il le méritait, lui. En tout cas, il a fait de sacrés crashs. Hein. J'ai signé la pole lors de ma première participation en 96 sur une Williams, un pilote qui n'a pas remporté le Grand Prix de Belgique. 96, pole chez Williams. En 96, mais qui c'est qui courait en 96? En 98 et 80. Non, en 98 et 99, je me suis crashé à plus de 280 km/h dans le fameux Jacques Villeneuve. Jacques Villeneuve, bonne réponse de Laurent Pantanage. Je suis sacré champion du monde en 97 et je suis aujourd'hui commentateur des Grands Prix de F1 sur Canal+. Bravo Laurent qui remporte à nouveau quiz F1 de toute beauté. Bravo Laurent. Il tient la forme de l'été. Alors on va. Je vous propose qu'on enchaîne avec la Minute Insta. La Minute Insta, ce sont des moments volés sur les réseaux sociaux avec des images libres de doigts, ce qui est bien pratique pour nous. On a retrouvé les images de Russell qui murmure aux oreilles des pneumatiques. Regardez. Voilà, c'est comme ça qu'il
C'est le sorcier de la Formule 1, le nouveau sorcier de la Formule 1. Russell qui murmure aux oreilles des pneumatiques et ça a marché ce week-end. Dommage qu'il ait été disqualifié parce qu'il a été vraiment génial ce week-end. Et dans la catégorie les pilotes des F1, regardez, sont des grands enfants. Quelques images volées du paddock où deux doyens des pilotes, regardez, c'est Bottas et Alonso, demeurent des compétiteurs même en trottinette. Ils sont à la course. C'est plus fort qu'eux. Ça me rappelle un mauvais film avec Stallone et un mauvais film avec Tom Cruise et un film de Tony Scott, souvenez-vous, il y a quelques années où il ne pouvait pas. Voilà, jour de tonnerre, exactement. 4 points supplémentaires. C'est fini. Et puis regardez, on a surpris Toto Wolff dans les paddocks en train de regarder un épisode de Refait la F1 et apparemment il se marre, à moins qu'il soit en conversation avec sa femme, mais je pense que c'est Refait la F1. Voilà. Et puis on tenait à rendre hommage bien sûr à Antoine Hubert qui a perdu la vie à Spa en 2019. On a beaucoup aimé l'attitude encore une fois de son camarade, de son copain Pierre Gasly qui chaque année organise un petit moment en sa mémoire et voilà, j'ai trouvé ça un beau geste de ne pas oublier ce grand talent, ce futur grand talent de la Formule 1. Allez, on enchaîne avec les pronos du Grand Prix du Pays-Bas. Alors, on va pas revenir sur les pronos du Grand Prix de Belgique, parce qu'on a tous eu fou, on est des années-lumière, mais c'était difficile à trouver, croyez-moi. On enchaîne tout de suite avec vos pronos pour le prochain Grand Prix des Pays-Bas et on commence avec Eric. Écoutez, vu qu'on sera quand même aux Pays-Bas, je reste confiant que Max puisse gagner devant Piastri et Russell, tiens. Ok, Max de retour. Donc Camille. Je dirais Lando, Charles et Max. Lando, Charles et Max. Laurent. Je dirais Max, Hamilton, Leclerc. Max, Hamilton et Leclerc. De mon côté, je vois plutôt le retour effectivement de Norris, suivi de Verstappen et d'Hamilton. J'espère que Norris arrivera à aligner les planètes et aller embêter un petit peu Verstappen et réussir un dépassement sur Verstappen. J'attends le dépassement de Norris sur Verstappen. J'ai hâte et que ça ne se termine pas dans le bac à gravier. Merci Laurent, merci Eric, merci donc Camille d'avoir perturbé pour ceux qui ne travaillaient plus vos vacances pour débriefer avec moi ce Grand Prix de Belgique. On se donne rendez-vous dans 3 semaines pour le Grand Prix des Pays-Bas. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner, c'est important, à notre chaîne YouTube et à cliquer sur le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas, On refait la F1 est également disponible en audio en format podcast sur Apple Podcasts et sur Spotify. Allez, on se retrouve dans 3 semaines, le lundi 26 août, pour le débrief du Grand Prix des Pays-Bas. Hâte dans 3 semaines. Salut! Bonnes vacances! Ciao, ciao. Bonnes vacances, on en a besoin là. Bye tout le monde. Allez, bye bye.